Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons nous intéresser au processus électoral en cours au Togo, en recevant sur ce plateau le Benjamin des candidats en lice, c'est-à-dire le plus jeune, Monsieur Géry Tama est notre invité. Monsieur le candidat, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être en compagnie d'Africa 24. Alors, la campagne électorale a commencé depuis quelques jours. Alors, comment est-ce que vous sentez le contact avec les populations sur le terrain? Le contact avec les populations est très chaleureux. Nous sommes même plutôt surpris parce qu'en période de pré-campagne, on avait l'impression que les Togolais se désintéressaient de cette campagne-là. Mais depuis maintenant 5 jours que nous sommes sur le terrain, il y a un vrai engouement, il y a un vrai intérêt pour ces élections-là. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a la paix. Alors, ce qui augure d'un lendemain meilleur après les élections. Vous savez que les questions de transparence, de crédibilité et de justice du scrutin sont très importantes. Et nous espérons de toute façon que le climat dans lequel se passe cette campagne continuera jusqu'au jour du scrutin et que tous les Togolais auront la possibilité d'aller voter tranquillement et que le résultat proclamé par la CENI sera conforme au résultat des urnes. C'est le prix de toute façon à payer pour le calme et la sérénité dans le pays. Le 7 avril dernier, vous avez apposé votre signature sur le document portant une validation quand même de votre part du fichier électoral. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que toutes les inquiétudes sont dissipées sur ce fichier-là qui avait été quand même l'objet de beaucoup de suspicions? Il y a un consensus qui, on va dire, qui s'est imposé sur l'étude du fichier. C'est qu'on s'est rendu compte que les anomalies, les aberrations étaient la plupart du temps d'ordre technique. Il y a une anomalie qui est énorme, c'est le taux de personnes qui sont enrôlées sur la base unique des témoignages des chefs cantons. Mais ceci conduit à notre anomalie, c'est que notre état civil n'est pas très correct. Donc, toutes ces anomalies sont beaucoup plutôt d'ordre technique. Nous n'avons pas estimé que ces anomalies favorisaient ou bien avantageaient un parti au détriment de l'autre, même si des recommandations claires ont été faites par l'équipe des experts, et nous enjoignons bien entendu tous les acteurs, que ce soit la CENI ou bien le gouvernement, à mettre en œuvre ces recommandations pour faire en sorte que dans 5 ans ou bien dans 2 ans, on n'ait pas un fichier électoral qui souffre d'autant d'insuffisances. On va évoluer dans cette émission et parler de l'une de vos sorties médiatiques où vous avez évoqué la bipolarisation des positions au sein de la classe politique. Et vous disiez exactement ceci. Citation, il y a ceux qui veulent que l'actuel président reste quasiment à vie et ceux qui veulent le dégager par tous les moyens sans que personne ne nous dise exactement pourquoi. Entre ces deux blocs-là, où est-ce que vous vous situez? Nous sommes en train de tracer une troisième voie. Quelle est la voie en réalité de la voie du peuple? Nous sommes en train de tracer une voie où on parle enfin des populations togolaises. Parce qu'au-delà du blocage politique, mais quand vous traversez les villages togolais, vous savez, les premiers problèmes dont les gens vous parlent de l'accès à l'eau. Ils vous parlent de l'accès aux soins de santé. Ils vous parlent du problème de chômage des jeunes. Ils vous parlent de problèmes environnementaux. Le point le plus important des populations togolaises, ce n'est pas uniquement l'alternance, mais c'est le problème de leur quotidien. La troisième voie, là, comment est-ce que vous allez pouvoir la tracer? Cette voie que nous voulons tracer, c'est que nous voulons sortir de cette prise en otage en disant écoutons les Togolais. Écoutons les Togolais parce que le cri des Togolais ne se résume pas qu'à l'alternance. Nous voulons appeler les 60% de jeunes Togolais qui ont aujourd'hui 60% de la population togolaise à moins de 35 ans. Ils n'ont pas fait la conférence nationale souveraine. Ils n'ont pas, pour certains, connu à la limite le régime du parti unique. Ces gens-là, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est s'épanouir. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est se projeter dans l'avenir. Et c'est à ces Togolais-là que nous parlons. Nous disons, ne limitons pas le champ des Togolais à cette bipolarisation, mais parlons Togo parce que les réalités des populations togolaises sont au-dessus de cette mêlée qui concerne à se focaliser uniquement sur le pouvoir. Le pouvoir, oui, mais le Togo d'abord. Et certaines personnes, quand même, en écoutant votre candidature et en écoutant certains de vos propos, ont sursauté, se sont dit, mais un jeune de 40 ans, qu'est-ce qu'il s'en va faire dans cet univers de requins? Qu'est-ce qu'il s'en va faire là? Et puis vous-même, dans vos prises de parole, vous avez essayé de clarifier certaines choses en disant quels sont vos atouts. Et vous disiez que votre premier atout, c'est l'absence de complexe. Vous n'avez pas de complexe. Vous disiez que vous ne traînez pas votre passé comme un boulet. Votre second atout est votre jeunesse. Un troisième atout, vous dites que votre dernier atout est l'audace. Mais d'autres personnes estiment que ces atouts-là peuvent ne pas être un vrai atout en disant d'abord, là où vous dites que vous n'avez pas de complexe, eux, ils estiment que c'est parce que vous n'avez jamais rien fait de grand. Deuxième chose, par rapport à votre jeunesse, ils disent que c'est le symbole d'une immaturité caractérisée. Et par rapport au troisième aspect que vous appelez audace, ils disent que vous n'avez encore rien gagné et que cette audace n'a pas encore produit ses fruits.
Où est-ce que vous vous situez par rapport à ce regard? À la limite, c'est des contre-arguments, mais si on doit faire contre-argument contre contre-argument... Prenons le premier argument d'abord, par rapport à votre absence de complexe, que vous ne traînez pas votre passé comme un boulet. Vous faites allusion à qui? Il y a des gens qui prennent leur passé comme un boulet? Non, mais vous savez... Vous faites allusion à qui? Qu'on le veut ou non, on peut trouver toutes les qualités à M. Faure Gnassingbé. Il n'en restera pas moins à M. Gnassingbé, dont le père a fait 38 ans au pouvoir. C'est quand même, qu'on le veut ou non, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. C'est un handicap? Ça reste un handicap. Ça reste un handicap dans un pays où beaucoup de jeunes comme moi n'ont connu que cette famille-là au pouvoir. Donc ça reste un handicap. Est-ce que cet handicap est incapacitant? Je n'en sais rien. Mais ça reste un handicap. Mais vous avez une autre classe politique que j'ai fréquentée. Comme vous le savez, j'ai été membre fondateur de Arc-en-Ciel, j'ai été membre fondateur de CAP 2015. Une autre classe politique qui ne jure que par la conférence nationale souveraine, par le combat qu'ils ont mené depuis les années 90. Mais alors qu'aujourd'hui, une bonne partie des jeunes qui ont 25 ans n'étaient pas encore nés dans les années de la conférence nationale souveraine. Et qui tirent en réalité leur légitimité de l'historicité de leur engagement. Et c'est là où nous disons que nous, on n'a pas ce complexe-là. On ne passe pas notre temps à se gargariser de nos engagements ultérieurs. Nous parlons des choses factuelles, parce qu'en réalité, nous vivons dans la réalité quotidienne aujourd'hui. Voilà. Alors, quel bilan faites-vous des actions du président Faure, qui est candidat à sa propre succession? Vous savez, là aussi, nous avons peut-être une caractéristique. Nous aimons mettre les choses à leur place. Durant les 5 dernières années, il y a des efforts qui ont été faits. Mais c'est normal. Sur quel plan? Sur le plan, par exemple, des infrastructures. Aujourd'hui, je suis content de rouler sur des routes qui sont 3 fois meilleures qu'elles ne l'étaient il y a peut-être 5 ou 10 ans. Quand on s'en va à une élection présidentielle et on a comme adversaire quelqu'un dont vous dites autant de bien, est-ce qu'il ne faut pas mieux le laisser continuer l'œuvre d'entreprise? Je dis qu'il y a des choses qui sont positives. Oui. Mais il y a une chose qui est réelle. C'est que le développement, même la croissance économique dont vous parlez, elle n'est pas inclusive. Elle profite, et M. Faure Gnassingbé l'a dit, à une minorité qui s'accapare des richesses du pays. Je vous ai dit une chose aujourd'hui. Peut-être que vous faites partie de cette minorité-là. Oula, si je faisais partie de cette minorité, je ne pense pas que je serais candidat. Mais je vous ai dit une chose qui est aussi factuelle. C'est que 60% de la population togolaise vit au-dessus du seuil de pauvreté. C'est une réalité. Donc ça veut dire que en 5 ans, nous n'avons pas réussi à vaincre la pauvreté. En 5 ans, nous n'avons pas réussi à vaincre la grande misère. Qu'est-ce que vous promettez aux Togolais? Nous avons 3 choses que nous promettons aux Togolais. La première, on parlait tout à l'heure de développement. On parle plutôt, nous promettons un développement économique inclusif. C'est-à-dire un développement qui profite à tout le monde. Bien entendu, à des échelles différentes. On ne va pas demander que le DG d'une grande société ait la même rémunération, bien le même niveau de vie que son planton, bien entendu. Mais il faut utopique. Voilà, il faut qu'il y ait une équité dans cette répartition-là. Et cette équité-là passe aussi par un développement harmonieux de nos localités. Mais le premier point sur lequel nous insistons, c'est la promotion des PME, PMI à travers des investissements importants dans les secteurs porteurs de croissance et à très forte main-d'œuvre, à savoir l'agriculture. Nous avons un projet Pignassa qui fait 614 milliards qu'on n'arrive pas à mettre en place parce que les process sont excessivement longs. À travers le tourisme, vous savez, le Togo n'a pas de ministère du tourisme. Malgré tous les atouts, nous avons des patrimoines qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous n'avons pas de tourisme. Le tourisme dans le monde, c'est 12% du PIB mondial. Et nous ne faisons pas la promotion de ces secteurs-là. À travers les secteurs de logistique, nous avons un port en eau profonde. Il est question de développer tout le secteur logistique qui peut produire jusqu'à 200 000 emplois. Toutes les études le disent. Donc, nous allons investir dans ce domaine-là. Mais nous ajoutons quelque chose toujours au niveau du développement économique inclusif, l'employabilité des jeunes. L'école togolaise produit des chômeurs. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre les qualifications des jeunes qui sortent dans nos universités et dans nos centres de formation et le marché du travail. Nous terminons au niveau de ce premier point par la réduction des coûts de production. Vous venez souvent au Togo, la communication coûte très cher dans ce pays. Le deuxième élément que nous proposons aux Togolais, c'est les réformes. Tout le monde est d'accord, il faut limiter les mandats. Vous imaginez, nous sommes aujourd'hui le seul pays, en plus de la Gambie, qui n'a pas de limitation de mandat. Les Togolais aimeraient aussi être comme tous les pays de la sous-région, savoir qu'au bout d'un certain temps, on renouvelle. Mais la chose que nous promettons le plus rapidement possible, c'est les élections locales. Déjà en février 2016, il faut absolument faire les élections locales, parce que là aussi, nous sommes une incongruité dans la sous-région. Alors, M. Géry Tarma, à travers cette caméra, regardez tout le peuple togolais devant vous et adressez-lui le message de votre choix en lui disant pourquoi il voterait pour vous et non pas pour un autre. Population togolaise, le 25 avril prochain, vous serez appelés à désigner le prochain président du Togo. Le Togo a été pris en otage depuis 60 ans par 2 logiques implacables. D'une part, ceux qui sont là au pouvoir éternellement, et d'autre part, ceux qui veulent uniquement une chose, c'est les faire partir. On a besoin d'une 3e voie.
On a besoin d'une voix qui parle de vous. On a besoin d'une voix qui marque la rupture. On a besoin d'une voix qui porte celle de vos espoirs et celle de vos attentes. Cette voix, je pense que c'est la voix de la jeunesse. C'est la voix du courage, c'est la voix de l'audace, c'est la voix du net, c'est la voix de candidat Jerry Commandega Tama. Votez pour la rupture, votez pour Jerry Commandega Tama. Je vous remercie. Monsieur Jerry Tama, merci beaucoup. Le message est entendu et on va voir si ça va s'exprimer dans les urnes au soir du 25 avril. En tout cas, nous serons là pour rendre compte à nos téléspectateurs. C'était un plaisir pour nous. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt sur Africa 24. À très bientôt.